En manchette ce soir, 67 000 pour le Téléthon des Lions, budget de décision à la ville de Gatineau. Et qu'en est-il des compteurs intelligents? Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'Infomac du jeudi 11 décembre. On débute le bulletin ce soir avec une bonne nouvelle, une nouvelle qui va vous mettre le sourire aux lèvres, j'en suis certaine. Le 7 décembre dernier se tenait la 14e édition du Téléthon du Club Lion de Buckingham pour les paniers de Noël. Eh bien, vous avez encore une fois répondu à l'appel et vous avez été très généreux. Un peu plus de 67 000 ont été amassés lors du Téléthon. De nombreuses performances musicales ont agrémenté la journée, tout comme la visite du vrai Père Noël, ainsi que la lecture de contes pour les tout-petits. Avec ces sommes amassées, le Club Lion sera en mesure de faire la confection de plus de 300 paniers de Noël pour les familles dans le besoin. Pour celles qui ont des enfants, des cadeaux seront également dans le panier. Les familles désirant un panier de Noël peuvent communiquer avec la maison de la famille afin d'avoir tous les détails. Budget 2015, les conseillers l'ont adopté à l'unanimité lors du dernier conseil municipal avant les fêtes, le 9 décembre. Il n'y avait pas foule, seulement un citoyen s'est prévalu de son droit de parole. Ainsi, les résidents de Gatineau auront une augmentation de taxes de 2,9 %. Si on sépare le tout, c'est 1,9 % en taxes foncières et 1 % pour les infrastructures. Ces dernières étant désuètes, la Ville veut se doter d'un fonds afin de les maintenir à jour. Donc, concrètement, comme vous pouvez le voir sur le graphique, le 2,9 % d'augmentation équivaut, pour une résidence évaluée à 237 000 à une augmentation de 70 $ sur le prochain compte de taxes. Les discussions avaient été très houleuses lors des 4 jours de web diffusion. Mais comme vous pouvez le voir sur le second graphique, de nombreux projets pour l'Est ont été retenus, notamment dans le maintien des infrastructures ainsi que dans les projets de développement. Donc, le poste de pompage d'eau pour le secteur de Masson-Angers est dans les projets, tout comme la revitalisation des anciens centres-villes. Lors des discours à l'adoption du budget le 9 décembre, de nombreux conseillers indépendants ont souligné le fait que s'ils n'étaient pas présents à la table du Conseil, la hausse de taxes aurait été beaucoup plus élevée. Le conseiller Marc Carrière a même poussé la note en qualifiant de gauche le parti du maire et de Martin Lajeunesse, Action Gatineau. Des capsules explicatives du maire, justement, par rapport au budget sont disponibles sur la page Facebook de la Ville. On peut écouter le maire Maxime Penneau-Jobin lors de la mêlée de presse qui a suivi l'adoption du budget. C'est-à-dire qu'on a tous la même préoccupation. On veut être sûr que chaque dollar dépensé de taxes gatinoises est bien dépensé pour des services qu'on veut. Il y a différentes approches qui sont possibles. Moi, je crois dans l'approche actuelle qui est d'y aller service par service, puis essayer d'améliorer les choses, de faire les choses pour les coûts les plus bas possibles. Moi, c'est cette approche-là que je vais favoriser. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi le mandat pour dire qu'on doit se poser cette question-là. Quand on dit qu'on va regarder tous les services, là, on s'est donné un plan d'action sur un certain nombre d'années. Là, on ne peut pas tout faire en une année. Mais oui, il y a des services où on doit regarder est-ce qu'on veut encore le faire, est-ce qu'on veut le faire est-ce qu'on le fait de la bonne façon, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le faire. Donc, la commission va se pencher sur un certain nombre d'enjeux comme ceux-là. Puis encore une fois, Gatineau, c'est pas le gouvernement fédéral, puis c'est pas le gouvernement du Québec. Nous, on déneige des rues, on s'assure que les aqueducs fonctionnent, on donne accès à des services de loisirs, à des services de culture. Couper là-dedans, c'est couper dans des services directs à la population. Ça fait qu'on va regarder l'ensemble de ce qu'on offre. Mais pour moi, la source principale d'économie à Gatineau, ça reste une révision de nos façons de travailler. Martin Lajeunesse s'est dit très satisfait du budget. Dans les projets pour le secteur, on retrouve entre autres le remplacement du système de réfrigération du centre sportif, un montant de 185 000 $ pour la revitalisation urbaine du vieux centre-ville, ainsi que l'arrivée d'une piste cyclable entre Buckingham et Masson-Angers au coût de 2 millions $. Bref, selon lui, les citoyens du secteur, même s'ils sont un peu loin, n'ont pas été mis de côté. On peut l'écouter. Écoutez, je suis satisfait du budget. Comme j'ai dit en entrée de jeu, en tant que membre d'Action Gatineau, je pense qu'on a atteint nos objectifs. On s'occupe des quartiers autant Elmer, autant que Buckingham. Alors, je pense que c'est un bon budget. On a été capable d'aller chercher 2 millions pour le secteur Buckingham-Masson pour une piste cyclable non asphaltée, mais en partenariat avec Brookfield. Ça devrait être un beau projet là, pour les prochaines années. Là. Le conseiller de Masson-Angers avait fait, quant à lui, le poste de pompage son cheval de bataille pour ce budget. Eh bien, Marc Carrière a gagné son pari car des fonds étaient retenus pour le projet. Il a tenu également à souligner, tout comme son confrère de Buckingham, le projet de piste cyclable qui reliera les deux secteurs.
M. Carrière est de ceux qui croient que sans les indépendants, les taxes auraient fait un bond fulgurant. Mais il se dit cependant très satisfait de ce budget. On peut l'écouter à ce sujet, ainsi que l'énumération des projets pour le secteur de Masson-Angers. Déjà là, on avait eu vent de quelques éléments, entre autres la grande bibliothèque. On ne pouvait pas se permettre ça. Puis j'ai rien contre les bibliothèques, j'ai rien contre le savoir. Je viens du monde de l'éducation. J'ai été commissaire scolaire longtemps. Pour moi, c'est important, mais en même temps, il faut rester le plus possible à l'intérieur de ce qu'une municipalité peut offrir comme service. Puis actuellement, quand on fait le constat qu'on a 1,3 milliard de rattrapage sur une valeur de 7 milliards. Moi, je pense qu'il y a quelque chose là. En même temps, c'est triste, c'est la réalité. Il faut vivre avec. C'est pour ça que je qualifie le budget, c'est un bon budget. Tellement, il y a bien sûr le poste de pompage à Angers, qui en 2015 va être mis à niveau. Donc, le développement va pouvoir se continuer, autant au niveau résidentiel, commercial qu'institutionnel. On se rappellera l'histoire du CPE. Ensuite de ça, il y a toujours en 2015 le poste de pompage à Masson, qui va devenir un projet. Donc, à partir de là, ça va être d'aller voir les développeurs, savoir où est-ce qu'on peut se retrouver dans tout ça pour pouvoir commencer par faire le projet, bien sûr, le monter. Donc, en 2015, ça va être fait. À partir de là, ça va être de l'offrir à tout le monde. Les matinées conférences du Centre Action Génération des aînés obtiennent un grand succès, et ce, à chaque édition. De nombreuses personnes se déplacent afin d'en apprendre un peu plus sur le sujet donné lors de cette journée. Celle du mois de décembre, qui s'est déroulée le 10 décembre dernier, avait pour titre « Lumière sur l'énergie électrique du Québec ». La conférence fut donnée par Mme Anne-Marie Prudhomme, communicatrice scientifique pour Hydro-Québec. Julie Mercier du Centre Action Génération des aînés nous parle de la conférence et du sujet qui a retenu l'attention. Bien, la conférence là, couvrait beaucoup de sujets parce que Hydro-Québec, on sait que c'est les leaders en hydroélectricité, pas juste au Québec, dans le monde également. Donc, on a parlé de tout l'historique, des réalisations, mais aussi des économies en chauffage, comment faire, les compteurs électriques, qu'est-ce que c'est. On a répondu aux questions des gens aussi. Comme je viens de vous dire, les compteurs électriques, c'est sûr que électronique, c'est sûr que ça inquiète beaucoup les gens, mais on nous a rassuré, Mme Anne-Marie Prudhomme, communicatrice scientifique pour Hydro-Québec, nous a vraiment bien donné toutes les informations et nous a rappelé qu'on n'est pas obligé d'accepter ce compteur-là. Il y a un formulaire à remplir et on n'est pas obligé de l'avoir. Tel que mentionné par Mme Mercier, les compteurs intelligents ont retenu l'attention lors de la période de questions par les aînés présents. Plusieurs histoires ont fait surface dans les médias du fait qu'avec l'arrivée de ces compteurs, les factures augmenteraient de manière assez fulgurante. Certaines personnes avancent le fait que les compteurs seraient nocifs pour la santé, ces derniers émettant des ondes de radioactivité. Je demandais à la conférencière, Mme Anne-Marie Prudhomme, de démystifier ces nouveaux compteurs intelligents. On peut écouter ses précisions. Le compteur, comme on dit, il n'invente pas des kilowattheures. Le compteur, il va calculer effectivement les kilowattheures, c'est l'unité d'électricité qui est consommée par le client. Souvent, les gens ne réalisent pas qu'ils ont peut-être modifié certains comportements ou ils ont peut-être ajouté certains items, ils ont peut-être fait des agrandissements, il y a peut-être eu des petites modifications dans leurs habitudes de consommation. Et c'est peut-être ça qui peut expliquer, mais le gros aussi qui peut expliquer, c'est la température. Souvenez-vous, l'hiver passé, il a fait extrêmement froid. Donc, c'est sûr que la consommation d'électricité a augmenté. Là aussi, on installe des compteurs. Bon, les gens ils viennent de recevoir leur lettre. Leur compteur va donc être installé dans les prochaines semaines, au moment où c'est l'hiver, au moment où il commence à faire froid. Donc, c'est sûr que leur facture du début de l'année va être supérieure à celle, s'ils ne sont pas sur le mode de versement égaux, va être supérieure à celle du mois de septembre. Mais ce n'est pas parce que le nouveau compteur compte plus de kilowattheures, c'est juste parce que là, les gens consommaient plus pour chauffer leurs locaux. Nous, on est une compagnie d'électricité, donc on fait affaire avec les instances en santé. Donc, on a fait affaire avec Santé Canada et c'est Santé Canada qui se prononce sur la question santé en lien avec les compteurs. Et Santé Canada affirme qu'il n'a aucun effet sur la santé. En fait, ce sont des compteurs qui émettent des radiofréquences, c'est vrai, mais à un niveau 120 000 fois inférieur aux normes, où on pourrait peut-être commencer à avoir des effets. Tel que mentionné en début de bulletin, la Ville de Gatineau a déposé et adopté à l'unanimité son budget pour l'année 2015. Le maire de Gatineau, M. Maxime Penneau-Jobin, est venu nous voir en studio afin de bien nous expliquer le cheminement d'un budget ainsi que ses bienfaits pour le secteur de l'Est de Gatineau.
Mon invité pour ce soir, le maire de Gatineau, M. Maxime Penneau-Jobin. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, hier, au conseil municipal, le budget a été adopté à l'unanimité. Êtes-vous satisfait? Oui, bien d'abord, je suis content qu'il y ait un vote clair. Moi, je ne suis pas à l'unanimité, je n'y tiens pas absolument. C'est mieux quand tout le monde est d'accord, mais je suis content parce qu'on a pris des décisions difficiles là-dedans. On a des orientations claires. Et pour moi, c'était important qu'on fasse ça. Un budget de décision, qu'est-ce que ça veut dire pour une ville comme Gatineau? Ça veut dire beaucoup de choses. Il y en a des compliqués, il y en a des simples. Dans ce qui est simple et stimulant, c'est que, par exemple, au centre-ville ou dans les quartiers, on n'a jamais eu, particulièrement au centre-ville, là, des priorités claires puis des enveloppes budgétaires claires. Là, au centre-ville, c'est 32 millions sur 4 ans et c'est 2 priorités, Ruisseau de la Brasserie de Laval-Aubry. Dans les quartiers, il y a des projets qui attendaient depuis des années. On est passé de 47 millions en projets à 10,1 avec des projets clairement identifiés. C'est là où on a pris des décisions. Là. Puis là, on mandate nos fonctionnaires de travailler là-dessus, puis pas sur d'autres choses, puis de livrer ça. On a même revu tout notre plan d'investissement. Avant, c'était... J'exagère un peu quand je dis premier arrivé, premier servi, mais c'était un peu ça. C'est-à-dire, quand une rue, par exemple, est inscrite au plan, on les faisait dans l'ordre. Là, on a tout changé ça et c'est vraiment en fonction des priorités d'infrastructure, là, quelle rue est plus ou moins maganée, ce que le centre de service en pense. Parce que des fois, dans une communauté, c'est pas juste que la rue est maganée, c'est qu'il y a une école dessus. Ça fait qu'on a pris toute une série de décisions comme ça. Je veux juste mentionner, j'ai dit hier le conseil, mais c'était plutôt mardi soir, petite parenthèse. Un budget comme ça s'adopte pas en quelques mois. Le parcours d'un budget municipal. Bien, celui-là, il était particulièrement difficile parce que au premier budget, on a été élu en novembre 2013, il fallait adopter un budget en décembre. On est allé vite, puis on a appelé ça un budget de transition. C'était un peu le budget de l'administration précédente. Celui-là, on est parti d'un lac à l'épaule où on s'est déterminé des objectifs communs, on a fait un programme commun, on a demandé à nos équipes de fonctionnaires de préparer un plan pour ça. Ça fait que ça, c'est une étape qui est un peu nouvelle dans un mandat. En début de mandat, ça marche, mais c'est pas comme ça chaque année. Normalement, ça commence en juin. C'est-à-dire que pour le maire, ça commence avant. Le maire, en début d'année, s'assoit avec les fonctionnaires puis il dit, bon, bien, voici les politiques budgétaires que je voudrais adopter. Là, en juin, on fait une discussion au conseil municipal sur les grandes orientations. Par exemple, la hausse de taxes, on ne peut pas décider ça au conseil du mois de décembre. Parce que si par exemple, si on gèle les taxes, il faut mettre du monde dehors, il faut renvoyer des gens. Donc, si on s'oriente vers ça, il faut qu'on le dise en juin aux fonctionnaires pour qu'eux préparent des actions administratives qui font que quand l'année commence, le 1er janvier de l'année suivante, on soit capable de respecter le budget. Donc, si on voulait ne pas augmenter les taxes, ça veut dire que des services qu'on pourrait pas de donner, il faut le dire très tôt. Après ça, à l'automne, là, c'est 4 jours de discussion budgétaire en public. Ça veut dire que septembre, là, nous autres, on préparait des documents, nous autres étant le comité des immobilisations du budget, le cabinet du maire, le comité de révision des dépenses. Là, les débats se font en novembre et quand on arrive quand toute la documentation est prête, là, le conseil municipal a lieu, puis là, il y a un vote officiel. C'est un long processus. Hausse de taxes de 2,9 pour les citoyens, pour une maison médiane, je ne me trompe pas, de 238 000 environ, ce qui représente 70 $ d'une hausse. Est-ce que vous êtes satisfait de cette hausse-là? Tout à fait satisfait. Moi, je suis de ceux qui prétendent que les hausses de taxes, à moins qu'on ne veuille plus se donner de services, là, il faut, quand on se donne des services, taxer suffisamment pour les offrir. Par exemple, nos rues. Pendant 30 ans, on a construit des rues, mais en gardant artificiellement notre taux de taxation bas, on n'avait pas d'argent pour les entretenir. C'est pour ça que c'est 2,9 cette année, puis pas juste 1,9. Parce qu'on fait 1,9 juste pour maintenir nos opérations, mais on ajoute 1 pour faire le rattrapage en matière d'infrastructure. Ça nous donne 2,9, bien, disons 3 chaque année, qui est une augmentation qui, pour moi, est raisonnable, qui nous permet de faire le rattrapage en infrastructure puis de maintenir ce qu'on fait. Lors du conseil, il y a plusieurs flèches, si vous me permettez l'expression, de la part des conseillers indépendants qui ont dit que s'ils n'étaient pas à la table du conseil, la hausse de taxes aurait été probablement beaucoup plus élevée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, j'aimerais ça qu'ils consultent le seul cadre financier qui a été présenté en campagne électorale, qui a été présenté par Action Gatineau. Il n'y a pas un indépendant qui a proposé un cadre financier.
parce que c'est un des avantages des partis, c'est que ça nous force à faire une réflexion qui dépasse la liste de projets, là, des dépenses qu'on veut faire, mais il faut qu'on fasse un exercice en fait plus sérieux. Et dans notre cadre financier, ce qu'on disait, c'était 1,9 plus 1, ou en fait 2 plus 1. 2 pour maintenir les services, puis 1 pour le rattrapage dans l'infrastructure. Ça fait qu'on respecte tout à fait ce qu'on a dit qu'on ferait en campagne électorale. Excellent. Là, on va aller plus localement, si je peux dire. Pour le secteur de Buckingham, en quoi le budget de décision est positif pour eux? Il y a plusieurs aspects. Je vais commencer par le macro. Là, je dirais que c'est les investissements dans les infrastructures. Quand on dit qu'on va y aller en fonction du besoin plutôt qu'en fonction du per capita, là, avant, puis ça, moi, je trouvais que c'était une mesure qui n'a pas de bon sens, c'est qu'il fallait que chaque secteur ait son quota d'asphalte ou son quota de bordure de trottoir. Alors que pour moi, c'est pas ça qui est la priorité, c'est qu'on investisse à l'endroit où ça presse, parce que on se trouvait à travailler des rues qui étaient moins prioritaires que d'autres pour que tout le monde ait sa part. Pour moi, ce n'est pas un critère, ça, tout le monde ait sa part. Il y a une grande ville, là. Mais ce changement-là a un impact sur les vieux quartiers, parce que dans les vieux quartiers, les infrastructures sont plus maganées. Donc, dans les faits, à terme, là, on va investir un petit peu plus dans le vieux Hull, dans le vieux Elmer, dans le vieux Buckingham, dans le vieux Masson, dans le vieux Gatineau, plutôt qu'en périphérie où les infrastructures sont un peu plus neuves. Pour moi, c'est de la saine gestion faire ça. Ça fait que ça va avoir un impact à l'Est important. Après ça, il y a des projets particuliers. Moi, je rêvais à ça. Je ne peux pas m'extraire de mon quartier. Ça fait que quand on a voté, j'ai eu une petite pensée pour le sentier qu'on veut faire entre Buckingham et Masson-Angers le long de la Lièvre. Puis ça, c'est 2 millions. C'est un projet extrêmement important auquel bien des gens rêvaient depuis longtemps. Puis ça, c'est le long de la Lièvre. C'est vraiment entre les deux barrages où on aurait accès à un secteur immense où on ne va jamais. En fait, les gens qui y vont, c'est illégal. Puis on a eu des discussions avec Brookfield. M. Lajeunesse a travaillé très fort dans ce dossier-là. Il y a eu quelques rencontres avec Brookfield. Il va continuer à mettre de la pression parce que Brookfield est intéressé. Là, vu qu'on a, nous, de l'argent qu'on met sur la table, bien, il pourrait avoir une contribution éventuelle de Brookfield. Ça, c'est un projet, mais qui est bien intéressant. Du côté de Masson-Angers, très rapidement, l'usine de pompage, je ne me trompe pas, c'est une bonne nouvelle pour eux, pour le développement. Tout à fait. Dans les infrastructures, il y a l'usine de pompage qui va permettre de continuer le développement à Masson-Angers, en fait à l'Est en général, parce que c'est pas une usine par contre, c'est un centre de pompage. Au niveau des infrastructures, on fait un pas en avant pour continuer le développement. Il y a aussi de l'argent pour la revitalisation des vieux quartiers, qui était aussi un engagement en campagne électorale. Dans le cas du vieux Buckingham, c'est 200 000 qui iraient, là je vais être prudent, là, mais qui iraient à des choses qui sont offertes par le regroupement des gens d'affaires. C'est vraiment un appui à nos associations qui veulent revitaliser les vieilles artères commerciales. Fait que ça, c'est intéressant, parce que souvent les gens disent, bien, vous mettez tout au centre-ville, vous ne mettez rien dans les vieux quartiers, c'est pas vrai. On a des projets particuliers, comme le lien entre les deux quartiers le long de la rivière. On investit aussi dans la revitalisation commerciale. En dernier lieu, qu'est-ce qui s'en vient pour M. le maire? Bien, des vacances. Ce qui s'en vient, c'est moi, je suis toujours... là, on finit le budget, mais dans les semaines précédentes, j'ai déjà commencé à travailler sur janvier, puis en fait sur 2015. Ça fait que là, je suis en train de finaliser le plan d'action pour 2015, plan d'action plus politique. La direction générale est en train de faire le plan d'action administratif, puis en début janvier, on met ça ensemble, puis on propose au Conseil un plan 2015 assez précis. Fait que c'est que du travail. Parfait, c'est tout le temps qu'on a. Vous êtes le bienvenu aussi souvent que vous le voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans l'heure des sports avec François. François, bonsoir. Bonsoir, Josiane. On commence ça. Le Challenge Rebot, qu'est-ce que c'est? Oui, effectivement, c'est au niveau du Midget 3A. C'est l'équivalent d'un tournoi. Toutes les équipes Midget 3A sont ici au complexe Branchot-Brière. Ça a débuté mercredi soir et c'est pour les 4 prochains jours. Et ils vont jouer 4 parties, toutes les équipes. Et en fait, c'est une vitrine pour permettre aux dépisteurs
de la Ligue junior majeure, des universités américaines et même certains dépisteurs de la Ligue nationale de venir évaluer le talent. On les a tous sur place, on a toutes les équipes, alors tous les joueurs sont là. Comme je l'ai dit, c'est 4 parties en 4 jours. Du côté de l'Intrépide, on espère se servir du tournoi pour relancer un peu la saison. On sait qu'il y a une saison pas mal en dents de scie. On avait mal débuté avec une victoire dans les 7 premières parties, mais après ça, ça s'était replacé. On était remonté en première place, mais là, il y a eu une dégringolade où on a eu simplement une victoire au cours des 8 derniers matchs. Malheureusement, en levée de rideau, c'est une défaite de l'Intrépide par le pointage de 6-2 contre Saint-Eustache. L'Intrépide est en action ce soir à compter de 19h30. C'est contre le Collège Charlemagne. Je le répète, là, tous les matchs sont au complexe Branchaud-Brière. Écoutez, ça coûte 8 $ par jour pour aller voir ça. Alors, c'est donné. 5 $ pour les étudiants. C'est gratuit pour les 13 ans et moins. Et un passeport de 20 $, c'est pour toute la fin de semaine. Et ça donne également accès, parce qu'il y a la Coupe Québec 3A des U12 dans la structure intégrée. C'est l'équivalent d'un Pee-Wee 3A. Alors, toutes les équipes du Québec, toutes les régions du Québec sont représentées. Et ça se déroule aussi en fin de semaine. Il y a des parties à Bonibo, mais les finales vont avoir lieu dimanche à Branchaud-Brière. Donc, 20 $, là, vous avez une belle fin de semaine de hockey devant vous. Excellent. Et là, on change de catégorie. Tournoi novice de Buckingham. Oui, on sait que c'était en fin de semaine dernière, c'était la conclusion du tournoi. C'était les finales là, au niveau du novice A, B et C. Dans le novice A, 2 équipes de l'extérieur. Une belle finale, le Laser de Boisbriand Sainte-Thérèse, qui l'a emporté 6-3 contre les Prédateurs de Valleyfield. Du côté du novice C, les Navigateurs d'Aylmer l'ont emporté 2-1 contre les Lions de Saint-Jérôme. Et dans le novice B, dans une finale toute Gatineau, les Patriotes l'ont emporté haut la main contre les Draveurs par le pointage de 6-1. Il faut souligner dans ce match-là la performance de Julien Auger des Patriotes qui a inscrit 3 buts. Alors, 3 buts dans un match de finale, c'est bon. Moi, je lui donne 3 cannes de Noël pour ça. C'est parfait. Ouais. Et là, ça va avec les Mustangs. Oui, malheureusement, les Mustangs, en fin de semaine dernière, c'est 2 défaites. Une défaite vendredi soir par le pointage de 6-3 contre Ottawa-Ouest. Et ça s'est poursuivi dimanche avec une défaite de 5-3 contre Anne Pryor. On sait que c'est pas facile d'aller jouer Anne Pryor. Sauf que les Mustangs, ce que ça amène maintenant, c'est qu'on a perdu la deuxième place là, au niveau des points. Le classement, Ottawa-Ouest a 37 points. Maintenant, les Ottawa Canadiens ont 33 points. Cependant, ils ont 4 matchs en main. C'est-à-dire que les Mustangs ont 4 matchs de moins de joués qu'eux, donc il n'y a rien de perdu parce que les Mustangs ont 28 points. Cependant, ce soir et demain soir, c'est 2 matchs importants. Je pense que la saison, si on pourrait parler d'un point tournant là, dans la saison, c'est peut-être là. Ce soir, les Mustangs rendent visite à Ottawa-Ouest. Et demain soir, ici au centre sportif de Buckingham, c'est contre les Canadiens d'Ottawa. Alors, on joue contre l'équipe en première, l'équipe en deuxième. Et si on ne veut pas là, que l'écart se creuse trop, ça prend 2 victoires, ça ne sera pas facile. Donc, match à suivre vendredi soir du côté du centre sportif. Excellent. Là, ta prochaine activité, je pense que j'en aurais besoin. Initiation au patinage. Ah oui, ça, c'est un beau programme. C'est dans la Petite Nation. Vision hockey citoyen pour partie de plaisir, c'est Richard Jameson, c'est un nom très bien connu ici dans la région, qui a parti ce programme-là. C'est le temps de s'inscrire pour justement la session de janvier à mars 2015. Alors, c'est de l'initiation au patinage et également au hockey sur glace. C'est ouvert autant aux garçons qu'aux filles, âgés de 4 à 12 ans. Et même, il est possible d'avoir de l'équipement sur place. Ceux qui n'ont pas l'équipement, d'en avoir sur place. Naturellement, les quantités sont limitées, donc c'est peut-être mieux d'appeler avant. Écoutez, c'est 10 cours. Puis ça coûte 10 $. Alors vraiment, là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment un bon marché. Le mercredi soir de 17h à 18h, c'est à la patinoire de Tursault. Prenez ça en note, c'est pour les 4-12 ans. Le jeudi de 17h à 18h à Papineauville. Encore une fois, c'est pour les 4 à 12 ans. Attention, le vendredi, là, c'est 2 blocs. À Saint-André-Avelin, de 16h à 17h, c'est les 4 à 8 ans. Et de 17h à 18h, c'est les 9-12 ans. Alors, on félicite M. Jameson. Je pense que c'est une très belle initiative. Ça va être apprécié, ça, du côté de la Petite Nation.
Et là, on s'en va en ski. Oui, on avait parlé de Dustin Cook, je pense qu'il y a 2 semaines, la semaine dernière. C'est un athlète, là, justement, de Lac-Sainte-Marie. Il est sur l'équipe canadienne. Il avait réalisé une 13e place au Lac-Louise et en fin de semaine dernière, c'était du côté de Beaver Creek au Colorado. Et bien là, il s'est amélioré encore, il est rendu 12e. Donc, c'est la 2e fois qu'il perce le top 15. Or, à 25 ans, il n'avait pas fait mieux avant qu'une 22e place. Alors, je pense que peut-être cette année, là, c'est son année. Et pour mettre les choses en perspective, lui, c'est au niveau du Super G. Son temps en fin de semaine dernière, c'était à une demi-seconde d'une place au podium. Alors, on sait qu'en ski, là, je veux dire, oui, c'est des millièmes. Mais déjà, une demi-seconde, là, c'est quand même bien. C'est un virage là, qu'on prend un peu plus serré, puis on l'a. Alors, on lui souhaite bonne chance, un nom à surveiller là, au cours de l'hiver. Excellent. Et là, soccer maintenant. Oui, on sait que cet été, ce sera la Coupe du monde féminine de la FIFA, l'équivalent là, du mondial là, du côté masculin. Et ça se tient dans 6 villes canadiennes, dont Ottawa. C'est du 6 juin au 5 juillet. Et en fin de semaine dernière, au Musée canadien de l'histoire, c'était le tirage au sort là, des équipes. Le Canada est dans le groupe A, naturellement, comme pays hôte, et en compagnie de la Chine, de la Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas. Ça ne sera pas un groupe facile parce que toutes les équipes sont classées dans les 20 premières. Mais il faut quand même souligner que l'équipe féminine du Canada a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 2012. Et malheureusement, le Canada en ronde préliminaire ne jouera pas à Ottawa, mais on va pouvoir voir les 2 premiers matchs de l'Allemagne et aussi les Français, la France qui va venir jouer le 17 juin. Alors, mettez ça à votre agenda, 6 juin au 5 juillet. Les parties ont lieu là, au nouveau stade là, des Red Blacks, des Rouges et Noirs. C'est la place TD, là, si ma mémoire est fidèle. En 30 secondes, le personnage artistique. Oui, c'est le retour de Valérie Crispin. Elle a participé à Défi Patinage Canada en fin de semaine dernière à Pierrefonds. Elle espérait une place à travers les 18 premières pour pouvoir aller au championnat canadien, avoir son laissez-passer à Kingston. Malheureusement, elle a terminé 29e. Peut-être que sa blessure au pied n'est pas aussi bien rétabli qu'on le croyait. Merci beaucoup, François. On se voit la semaine prochaine. Oui, pour la dernière avant la période des fêtes. Et voilà, merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que l'avis d'ébullition pour le secteur de Masson-Angers est encore en cours. Pour avoir plus d'informations, allez sur le site Internet de la Ville de Gatineau ou encore via leur page Facebook. Tout est très bien indiqué. Mon nom est Josiane Hardy. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se reparle mardi prochain.